Une seule raison explique pourquoi beaucoup restent fauchés et les entreprises petites. En 14 ans d'affaires, j'ai bâti acquisition.com, au CA annuel de plus de 250 millions de dollars. Leur excuse majeure face au manque de croissance, un marché saturé, il y a trop de monde. Océan rouge saturé, tout le monde se bat avec ces termes. Pas envie de me lancer, il y a déjà trop de monde. C'est fou. 99% des gens qui disent « ça se trompe ». À moins de vendre à 140 personnes dans un village rural isolé, votre marché est 100 ou 1000 fois plus vaste qu'imaginé. L'entrepreneur moyen exploite moins d'1% du marché réel. Il y a un fossé énorme entre votre perception du marché et sa taille réelle. Vous réaliserez alors que vous regardiez votre entreprise par le petit bout de la lorgnette alors qu'une porte immense ne demande qu'à être ouverte. Ce qu'elle est vraiment. Ce que je vais vous dire changera votre vision du potentiel via le marché total adressable. Et vous verrez pourquoi il est bon d'aller sur des marchés saturés, pourquoi les océans rouges pourraient être une opportunité incroyable pour vous. Et cela commence par comprendre pourquoi cette croyance limitante existe, pour commencer. Pour l'essentiel, à mon avis, c'est que les gens veulent protéger leur ego. Ils disent que leur marché restreint bloque l'expansion. Mes pubs plafonnent à 1000 $ par jour vu la saturation du marché. Faux, mon frère. Marché non saturé. Facebook non plus. Tes pubs sont mauvaises. Tu ignores les niveaux de conscience. Tu sais seulement faire de la pub pour un avatar qui comprend déjà la solution et le produit que tu vends. Dès que tu dépasses ça, il y a un marché bien plus vaste qui pourrait acheter tes trucs. Mais comme tu ne sais pas comment faire de la pub, tu ne peux pas l'atteindre. Et au lieu de dire « je ne sais pas comment faire de la pub pour avoir plus de prospects, je ne sais pas comment passer à l'échelle », à la place, tu dis que le marché est trop petit. C'est vrai. Maintenant, soyons clairs. Si vous avez un commerce local, il est possible, comme dans mon exemple des 140 personnes, que vous soyez sur un marché où il n'y a littéralement que 140 personnes. Au milieu du désert du Sahara, ça ne marchera sûrement pas. Souvent, même sur les marchés locaux des grandes villes, on compte 1 million d'habitants. Il y a 400 000 personnes chez vous. Si vous en avez besoin de 200 pour que ça tourne, tout va bien. Ce sont d'autres choses qui vous freinent. Si vous êtes dans n'importe quel autre secteur, ce que vous pouvez vérifier sur Google, la probabilité que vous ayez épuisé votre marché est quasi nulle. Et le fait est que c'est encore l'une des choses les plus souvent affirmées et les moins souvent vraies. Voici une petite histoire et un visuel percutant. Chez Gym Launch, je voulais prospecter, ou plutôt, j'hésitais à le faire. On m'a convaincu suite à une histoire qu'il m'a racontée. Alors je parlais à un top commercial qu'on recrutait. Je lui ai demandé comment il prospectait dans sa boîte, justement dans le secteur des salles de sport. J'ai appris lors de l'entretien qu'ils vendaient des logiciels de sport. J'ai demandé leurs chiffres mensuels, 10 millions. J'étais bluffé, je n'en avais jamais entendu parler. Alors j'ai dit « D'accord, comment vous trouvez vos prospects ?» Il a dit qu'il prospectait juste et je me suis dit « C'est fou !» Je ne savais pas que la prospection pouvait créer une telle demande. Mais voici l'entreprise dont je n'avais pas entendu parler, qui à l'époque faisait 5 fois plus de chiffre d'affaires que moi, et ça a brisé une de mes croyances. Alors laissez-moi vous donner ce visuel qui est, je pense, très puissant pour comprendre ça. Alors, imaginons que ceci représente 100% du gâteau. C'est l'intégralité du marché, n'est-ce pas? Si vous aviez accès à 100% du marché, vous seriez super content. Maintenant, voici ce qui se passe dans l'esprit des gens quand un concurrent arrive. Alors, vous vous dites « Oh mon Dieu, il y a eux et il y a moi. Oh, je suppose que je serais moyennement content de cette situation. » Et puis, imaginons maintenant que vous ayez 2 autres concurrents qui arrivent en plus. Maintenant, vous êtes très triste parce que vous vous dites « Attends, j'avais tout le gâteau. Maintenant, je n'ai plus qu'un quart du gâteau. » C'est faux. Cet ensemble de croyances vous maintiendra pauvre, ou du moins plus pauvre que vous ne le seriez si vous adoptiez une autre perspective. Donc, vous faites actuellement de la publicité d'une seule façon en utilisant une plateforme spécifique et un support spécifique sur cette plateforme. Et donc cette petite, disons, part de gâteau rouge ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est en réalité? Eh bien, laissez-moi vous montrer. Voilà à quoi ressemble cette petite part de gâteau quand on considère réellement la taille du marché et l'attention globale qui existe. C'est tellement petit qu'on voit à peine que ça se passe. Et ça pourrait être juste toutes les différentes plateformes sur lesquelles le contenu, disons que le contenu est votre moyen d'attirer des clients. C'est peut-être Instagram, c'est Facebook, c'est TikTok, c'est YouTube, c'est X. C'est la radio, c'est la télé, c'est Taboola.
Recherche Google, courrier direct, email et plus encore. On peut continuer, c'est l'école. Tout ça et vous êtes là à vous dire « Hé, je crois que j'ai divisé mon marché en genre il n'y a qu'un, je n'ai qu'un quart du marché qui m'est accessible. » Mais attendez, ce n'est pas tout. On a encore nos cercles de pub avec lesquels vous ne faites rien pour l'instant. Imaginez juste que tous ces cercles se remplissent. Je vais aussi vite que possible. Et puis attendez, ce n'est pas tout. Maintenant, on a notre prospection. Et là-dessus, on pourrait faire du courrier direct. On peut se messager en privé sur Facebook. On peut envoyer des messages privés sur LinkedIn ou TikTok, passer des appels téléphoniques ou utiliser n'importe quel moyen de contact direct. Ce sont là les diverses manières de prospecter. Et donc quand on regarde tout ça, 2 ou 3 concurrents, 1, 2 et 3, sont arrivés sur votre marché et vous vous êtes dit « Oh, c'est devenu super encombré ». La réalité est que vous n'êtes qu'une infime partie de cette unique façon d'obtenir des clients sur cette plateforme. Exploitez-vous vraiment chaque moyen de faire de la publicité ici? Je fais juste quelques posts Instagram sur ce réseau. D'accord, cool. Faites-vous des stories? Faites-vous des images, carousels? Vous exploitez tout? Je fais des YouTube Shorts. Créez-vous des vidéos YouTube longues ou des posts communautaires? Combien en faites-vous? Je vous ai dit que je voulais changer cette croyance un instant, car beaucoup d'entre vous ne sont pas limités par leur marché, loin de là. Même si vous l'étiez, et prenons l'angle opposé pour cela, attendez, imaginez que vous soyez dans le plus grand océan rouge. Saturé, il y a du sang dans l'eau. Pensez-vous que le conseil en affaires est peuplé? Pensez-vous qu'il y a beaucoup d'océans rouges dans le conseil? Oui, probablement, n'est-ce pas? N'aurais-je pas dû me lancer là-dedans? Plus l'eau est sanglante, plus il y a de poissons. Et là où la compétition est la plus féroce, il y a aussi souvent les plus grandes récompenses. Cela dit, comment fusionner ce concept avec l'idée de se nicher? Attends, Alex, je croyais que tu avais écrit un livre disant que la richesse est dans la niche, non? Alors, comment fusionner ces deux idées? Laissez-moi vous expliquer, car on me pose souvent la question. Au début, vous voulez restreindre artificiellement l'étang que vous visez pour pouvoir rivaliser là où les requins ne nagent pas. D'accord? Vous voulez donc être le plus gros dans une flaque. C'est ce que vous voulez faire. Le plus gros dans une flaque. Et puis vous vous dites, vous savez quoi? Je vais passer d'une flaque à un étang parce que je suis trop gros pour cette flaque. Alors vous grandissez et allez dans l'étang. Et une fois là, vous vous dites, je vais aller dans un lac. Maintenant, je suis dans un lac car je suis un poisson encore plus gros, non? Maintenant, je suis dans un lac. Et finalement, vous arrivez au point où vous vous dites, vous savez quoi? Je pense être assez grand pour passer en classe ouverte, sur le marché libre et me battre dans l'océan. Maintenant, si nous observons cette trajectoire, j'ai débuté ma carrière comme entraîneur et je parlais de nutrition et tout ça. Et puis, par la suite, j'ai commencé à aborder le sujet du fitness. Et un peu plus tard, dans la discussion, j'ai aussi commencé à parler de business. Vous aurez donc des évolutions où vous deviendrez beaucoup trop grand pour un simple étang, vous passerez alors de l'étang au lac, et enfin du lac à l'océan. C'est directement corrélé à vos compétences et à votre expérience. Ainsi, si la richesse est dans la niche, c'est parce que là-bas, d'abord, vous avez moins de concurrents. Et donc le potentiel est plafonné, typiquement. Bon, c'est souvent plafonné bien plus haut que vous ne le pensez, mais c'est plafonné à un certain degré et c'est correct. Étant niché, nos prix de niche augmentent nos profits et notre pouvoir de tarification, vu la faible concurrence. Il y a moins d'éléments de comparaison, n'est-ce pas? Et il arrive un moment où vous pouvez faire bouger le marché, ou plutôt votre marché, pour viser un segment différent ou plus large. Alors, si vous le voulez bien, laissez-moi vous expliquer comment réfléchir à cette évolution pour une entreprise. Disons que votre entreprise actuelle est ce tout petit point que vous voyez ici. D'accord. Il y a 5 directions vers lesquelles on peut déplacer ce point. On peut aller, alors imaginons que on a un triangle de marché. D'accord. C'est donc là que vous résidez. Vous pouvez monter en gamme. Très bien. Par exemple, à l'époque où je dirigeais Gym Launch, au lieu de simplement servir des propriétaires de salles isolées, je pouvais m'adresser directement aux franchiseurs, c'est-à-dire des propriétaires de plusieurs sites. J'ai donc des salles uniques ici. Maintenant, regardons la direction suivante. C'est la première option. La deuxième option est de descendre en gamme, ce qui reviendrait à viser les coachs. Il y a beaucoup plus de coachs. Ils ont moins de pouvoir d'achat, mais ils sont nombreux.
Il y a moins de franchiseurs que de salles et moins de salles que de coachs. C'est une pyramide, n'est-ce pas? C'est donc la deuxième chose possible. Ensuite, on peut aller vers un marché adjacent. Au lieu des salles de sport, je me dis, je pense pouvoir aider les chiropracteurs. C'est ce que je pense faire, je vais adapter mes systèmes pour les chiropracteurs. Ce serait un marché adjacent. Je pourrais aussi élargir, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que je pourrais envisager les choses de cette façon. Au lieu des salles, je pourrais aborder le sujet de la santé et du bien-être en général. Ça signifie que je pourrais cibler les cabinets de chiropracteurs, les spas médicaux ou les cliniques de perte de poids. Tout cela est considérablement plus vaste. Ou alors, je peux choisir de me spécialiser. Au lieu des salles de sport, je décide de ne travailler qu'avec des studios de vélo. Je ne travaillerai qu'avec des studios de danse. Il s'agit donc maintenant de notre 5e tentative. C'est notre 4e. C'est notre 3e. Ça vous donne 5 directions pour changer l'orientation du marché sur lequel vous choisissez d'évoluer. J'ai exposé cela, et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des petits entrepreneurs n'ont jamais défini cela au départ. Ils prennent l'argent de tous du moment qu'il y a un pouls, une carte. 2 conditions. Le pouls est optionnel s'ils ont une carte. Je plaisante, mais ils acceptent. Mais le fait est qu'il faut être très clair là-dessus, sinon vos clients seront confus car ils ne sauront pas ce que vous proposez. Alors, la tactique idéale pour vous, si jamais vous vous dites « D'accord, je n'obtiens pas ce que je veux », car bien souvent, les gens disent que leur marché est trop petit parce qu'ils n'ont pas assez de prospects, ce qui est tout à fait différent. C'est vrai. Et si vous pouvez au moins croire à mon idée qu'il existe d'autres moyens d'avoir des clients que ce que vous faites, je vous renvoie ici. Ce que vous faites, c'est vous demander comment publier du contenu ailleurs, comment en produire davantage, comment le rendre meilleur. Et puis finalement, vous vous demandez comment lancer des publicités, comment coupler cela à la prospection. C'est ainsi qu'on atteint l'omniprésence en tant qu'entreprise. Il faut en faire plus, partout, mieux et avec constance sur la durée, car il est peu probable que vous ayez saturé le marché. Vous n'étiez juste pas assez qualifié pour saisir la part nettement plus importante du gâteau. C'est pas grave, c'est pourquoi on reste sur une niche à court terme. Puis, en progressant, vous l'étendez encore et encore. Vous continuez à croître, c'est très bien et tout à fait normal. Rapidement, j'ai un cadeau pour vous. C'est la feuille de route de croissance à 100 millions de dollars. Mon équipe et moi y avons passé plus de 200 heures pour diviser la croissance en 10 étapes. D'accord. On a analysé nos blocages et comment s'en libérer à chaque niveau de l'entreprise. Pour découvrir le produit, le marketing, la vente, le SAV, l'informatique, le recrutement, les RH, la finance à votre stade, c'est un cadeau. Allez sur acquisition.com/roadmap et saisissez les infos de votre entreprise. Et si vous voulez notre aide, mon aide, pour franchir votre palier de croissance actuel, pas de promesse, j'aimerais aider. Réservez un appel via la page de remerciement, atelier mensuel au siège. Parlez à ma vraie équipe. Ceux qui gèrent notre marketing, nos emails, nos pubs, notre rédaction, nos ventes, nos finances, notre recrutement, les vraies personnes qui font ça à un très haut niveau. Ce qui est génial, c'est qu'ils peuvent généralement repérer les contraintes d'un business en un clin d'œil. C'est un cadeau précieux. Les places sont limitées, alors si ça vous intéresse, réservez votre appel sur la page de remerciement. C'est un cadeau, c'est gratuit. J'ai dit au début que sur un marché local, ça peut vous nuire. Je m'adresse aux locaux, soit 35% de mon audience. Voici une explication rapide. Ce que vous pouvez faire pour augmenter vos revenus avec un seul site. Premièrement, vous pouvez agrandir votre emplacement actuel. Ça veut dire abattre des murs, ajouter des places, bref, gagner en efficacité. Comment puis-je tirer plus de mes 4 murs actuels? Comment en tirer le maximum? Par exemple, quand ma première salle est devenue trop bondée, j'ai réduit les cours de 45 à 30 minutes. Ainsi, j'ai casé 50% de cours en plus, en supprimant les pauses entre les séances pour accueillir plus de monde. Je pouvais aussi ouvrir plus longtemps. Tout cela permet d'optimiser votre site actuel. La deuxième chose à faire, c'est ce que j'ai expliqué. Ajouter des canaux. Alors, d'accord, vous publiez sur Instagram. Mais publiez-vous sur X? Publiez-vous sur YouTube? Publiez-vous sur Facebook? Publiez-vous sur TikTok? Bref, vous multipliez les canaux? Beaucoup d'entre vous connaissent ma règle. Un avatar, un produit, un canal jusqu'aux millions de dollars par an. La seule exception, ce sont parfois les commerces locaux.
Si vous êtes sur un marché de type A ou B, vous pouvez vous y tenir pour atteindre le million de dollars annuel. Si vous êtes sur un marché de type C ou D, dont je ne connais pas les chiffres exacts, mais j'imagine moins de 50 000 personnes dans un rayon de 16 km autour de vous. À moins de 50 000, vous devrez sûrement utiliser plusieurs canaux pour attirer des clients, car il n'y a tout simplement pas assez de monde. Vous devez saturer ce petit marché en vous faisant connaître de plus de gens dans plus d'endroits. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est d'ouvrir un autre établissement. Vous pouvez agrandir l'existant ou ajouter de nouveaux canaux. Mais une fois vos limites atteintes, ouvrez simplement un nouveau point de vente. Et je vois cela comme c'est l'aboutissement logique de ces projets. On se demande souvent si l'opportunité vaut 100 millions. Un seul magasin ne vaut pas autant, mais savoir maîtriser, multiplier et déployer le modèle, si. Pour viser 10 millions par an, c'est possible dans presque n'importe quel secteur. Avec cet objectif, sauf pour un commerce physique avec seulement 100 personnes sur votre marché local. Sinon, ce modèle économique, même sur un petit marché, atteindrait 10 millions par an en s'implantant sur de nouveaux marchés. C'est tout. Leurs objectifs sont atteignables avec leur activité actuelle. Ils sont juste impatients et cherchent un raccourci brillant. Mais en poussant à l'extrême, si vous ne faisiez qu'une chose pendant 40 ans, réussiriez-vous? Probablement. Et si vous saviez que c'est vrai, ce serait une excellente raison de persévérer dans ce que vous faites. Laissez-moi vous illustrer cela, le coût du changement. Alors, disons que vous en êtes à la 3e année de votre entreprise actuelle, d'accord? Ou de votre opportunité actuelle. Peu importe ce que c'est. Donc voici l'année 1, l'année 2, l'année 3. Les gens veulent se convaincre de ceci. Je veux lancer ce nouveau projet. Très bien, vous voulez lancer ce projet. Alors, supposons que l'an 1 de ce projet soit plus élevé. D'accord, c'est bien. Celle-ci est un peu plus haute que celle de l'année 2. Le souci, c'est que c'est l'an 1 de ce projet. Mais ce serait l'année 4 ici. Vous arrivez systématiquement en retard. De plus, il faut noter que la croissance est plus facile quand on est grand que quand on est petit. Et vous vous dites, d'accord, peut-être qu'avec ce taux de croissance plus rapide, je pourrais rattraper mon retard. D'accord, vous en êtes à l'année 2, mais on en est à l'année 5 par ici, n'est-ce pas? Et donc, l'avance que vous vous donnez en persévérant dans quelque chose comme persévérer, c'est comme ça qu'on prend de l'avance, c'est comme ça qu'on garde l'avance qu'on a déjà prise. Beaucoup l'oublient en cherchant leur prochaine opportunité, sauf problème fondamental avec votre hypothèse de départ. Et s'il ne s'agit pas d'un manque de compétences à combler, souvent le cas. La plupart du temps, on bute sur ce que j'appelle des caractéristiques, pas des bugs. Ce n'est pas mon invention. Il y a un aspect de chaque entreprise qui est difficile, mais c'est ce qui en fait une entreprise et justifie la rémunération. Dans le nettoyage, le défi est de recruter et fidéliser des talents de qualité. Si vous êtes dans le fitness, la difficulté est d'attirer des clients et de les fidéliser, parce que les gens sont naturellement instables quant à leurs objectifs de remise en forme, mais restent fidèles à leur pressing très longtemps. C'est vrai, chaque entreprise a des aspects qui la rendent nulle. C'est la règle du jeu. Et, vous savez, je vais vous donner un autre angle là-dessus. Si vous réfléchissez aux différents modèles d'affaires, pensons à, je doute que beaucoup d'entre vous aient entendu ça, donc c'est plutôt cool. Disons que vous avez l'e-commerce, disons que vous avez les services, vous avez, disons, l'info, l'éducation, les médias, et disons que vous avez le SaaS. D'accord, donc les logiciels. Ok, disons que ce sont 4 opportunités différentes. Chacune de ces opportunités a une forme différente. L'info ressemble à ceci. Ça démarre très vite, mais c'est très difficile à mettre à l'échelle. Le SaaS, c'est l'opposé. Ça démarre très très lentement, mais ça grimpe très très vite. L'e-commerce, c'est ainsi. On grimpe vite, mais la trésorerie coince car il faut toujours racheter du stock. Problème de chaîne, d'approvisionnement, il faut changer de fournisseur ou de logisticien pour gérer le volume. Tout cela arrive au fur et à mesure de la croissance. C'est donc plutôt comme ça. C'est la forme de l'e-commerce. Et puis les entreprises de services sont plutôt comme ça. Les plus lentes, mais elles sont stables. Et quand vous voyez ces 4 formes, beaucoup d'entre vous tombent sur la partie nulle de l'opportunité choisie.
et se disent « il y a un problème avec mon entreprise ». Donc je devrais arrêter au lieu de voir la réalité, qui est. C'est juste la nature même de ce type d'activité. C'est une caractéristique, pas un défaut. Ce sera plus dur d'attirer de bons ingénieurs et de créer des logiciels. Vous ne serez sûrement pas rentable car la plupart des logiciels coûtent peu au début. Un bon produit demande du temps. Donc vous allez en gros perdre temps et argent pendant longtemps. Et puis finalement, vous pouvez décoller, mais ça prend du temps, parfois des années. Beaucoup n'ont pas ce niveau de tolérance. L'info, par contre, en est l'exact opposé. On peut gagner beaucoup d'argent très vite, beaucoup étant relatif, n'est-ce pas? Vous ne deviendrez sûrement pas milliardaire, mais vous pouvez gagner 1 million de dollars. Et puis très vite, ça devient très difficile de passer à l'échelle. L'infoprenariat, comme le coaching, n'a presque pas de rétention de revenus. Les gens ne restent pas. Une fois appris, c'est acquis. C'est pour ça qu'on finit l'école. Ils ont appris, pas vrai? Les entreprises de services, le souci c'est l'humain, car c'est une activité très humaine. Il faut constamment embaucher, intégrer et former. Et ça dépend du service que vous fournissez. Si vous offrez du coaching en perte de poids, j'utilise cet exemple car j'en viens. C'est facile de recruter. Tant de gens veulent parler de fitness, de nutrition ou de régime toute la journée. C'est donc très facile d'avoir de bons talents à des prix bas, car les gens le feraient gratuitement. D'un autre côté, les clients ne veulent jamais le faire. Et donc ils annulent tout le temps. Pour un cabinet comptable, c'est l'inverse. Leur fidélité annuelle est très élevée. Pourtant, leur plus grand défi, c'est de recruter des comptables qualifiés. Et c'est presque toujours cet équilibre, n'est-ce pas? Si beaucoup de gens veulent le faire, il y aura beaucoup de concurrence. Les barrières à l'entrée sont très faibles. Et par conséquent, les clients ont plein d'options et ne veulent pas le faire eux-mêmes. S'il n'y a pas autant d'options et que l'offre est limitée dans votre secteur, vous aurez du mal à trouver des talents, fondamentalement. Et vous pouvez voir ça au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau de tout le secteur. Je parle donc de contraintes de demande et d'offres au niveau de l'entreprise. Mais vous pouvez voir si vous faites fausse route selon si vous correspondez à votre secteur. Si vous êtes à l'opposé de celui-ci, c'est que vous faites soit quelque chose de très mal, soit de très bien. Petite note à part. C'est donc une excellente façon d'y réfléchir. Si vous pouvez être limité par l'offre ou la demande, comme dans l'exemple du nettoyage que j'ai donné. Si vous avez des contraintes de demande, par exemple pour votre service de nettoyage, soit vous avez un super moyen d'attirer des nettoyeurs et vous allez vraiment passer à l'échelle supérieure, soit vous débutez et n'avez encore rien lancé. C'est soit très bien, soit très mal dans ce que vous faites. Souvent, vous avez la même contrainte que votre secteur. Sans expérience, on pense que quelque chose ne va pas. Vous passez alors des années sans vous investir pleinement, puis vous êtes déçu que ça ne croisse pas assez vite. Pourtant, vous n'avez jamais vraiment essayé. Parce que vous cherchez toujours ailleurs, un peu comme le gars marié qui, vous savez, était amoureux il y a longtemps et, vous savez, tout va bien. Mais il a le regard baladeur, n'est-ce pas? Il regarde toujours ailleurs, il cherche toujours la prochaine opportunité, la prochaine fille, le prochain truc. Il se dit que son mariage ne va pas. Pas étonnant. Tu passes ton temps à regarder ailleurs plutôt que sur ce que tu as. Et quand on mise sur ce qu'on a pour le mariage, ça prend souvent moins de temps. Je dirais, bon, je ne vais pas faire de généralité sur les mariages, d'accord? Mais je dirais que, d'après mon expérience pour mon propre mariage, il faut bien moins de temps pour passer de « on est fâché » à « on va super bien qu'il n'en faut » pour créer la loyauté, la confiance et le vécu que vous avez dans ce mariage avec quelqu'un d'autre. C'est vrai. Alors, ceci étant dit, c'était ma pièce de résistance, si vous voulez. C'était le sujet dont je voulais parler aujourd'hui. Ma priorité est que tant de gens pensent leur marché limité, quand en fait, c'est leur esprit qui l'est. Il existe plein de façons de marketer, mais vous manquez de compétences. Et donc, je vous laisse avec une question très puissante qu'il vaut la peine de se poser dans ces situations. Plutôt que de vous dire sans cesse « il n'y a pas de bons vendeurs sur mon marché » ou « personne n'est capable de vendre aussi bien que moi » ou « c'est vraiment saturé ». En réalité, ce qui veut souvent dire « je n'ai pas assez de prospects » ou « il coûte beaucoup trop cher » d'ailleurs. Mais quand vous dites ça, transformez-le plutôt en une affirmation que vous contrôlez, comme par exemple en admettant que je n'ai pas encore la compétence pour avoir plus de prospects. Je n'ai pas les compétences pour attirer, embaucher, gérer un bon vendeur. Je n'ai pas les compétences pour que mes employés agissent conformément aux objectifs de mon entreprise. Dès que vous formulez les choses ainsi, devinez qui est responsable du résultat. C'est vous, vous devenez la source. Vous devenez celui qui peut changer les choses.
Et donc, je dirais que ça ne vous sert à rien de rejeter votre pouvoir à l'extérieur de vous-même et d'en faire la raison de votre manque de succès. C'est là que c'est fou. Vous pourriez avoir raison. Et alors? Certaines victoires n'en valent pas la peine. Si vous voulez jouer la carte de la pitié et gagner le prix de la personne qui a eu le plus de malheur ou à qui il est arrivé les pires choses, vous pouvez le gagner. La question est-ce que vous le voulez? Est-ce que ce prix en vaut la peine? Est-ce que ça vaut le coup de concourir? Pour moi, quand je vois une situation comme celle-là, il y a quelque chose d'aussi puissant, sinon plus, qui est cette personne a réussi à gagner malgré tout ça. Et c'est une histoire unique que vous seul pouvez posséder aujourd'hui. Et plus votre enfance a été dure, plus les épreuves difficiles que vous avez dû traverser pour en arriver là ont été éprouvantes, plus votre histoire sera puissante pour ceux qui vous suivent. Plus vous pourrez ainsi servir d'exemple inspirant à d'autres personnes qui ont également souffert des mêmes choses que vous, ou même de situations bien pires encore. Je pense que vous vous privez de cette opportunité en protégeant votre ego et en disant que c'était à cause de telle ou telle chose. Et vous avez peut-être raison, mais ne serait-ce pas plus cool d'avoir raison sur le fait que c'était vrai, mais que vous avez gagné quand même, et que vous avez réussi malgré tout? Je trouve que c'est une histoire bien plus inspirante. Et je pense que si on utilise le cadre de l'histoire qui est l'un de mes principes favoris, à savoir que quand vous aurez 85 ans et que vous devrez choisir entre deux options, choisissez la meilleure histoire. Parce qu'à la fin de votre vie, c'est tout ce qu'il vous restera de toute façon. Et quand vous avez ces deux choix, il y a généralement la voie difficile, qui est la bonne voie, et l'autre option. Et je pense qu'il faut toujours choisir la difficulté, car si la facilité était la bonne solution, vous n'auriez pas eu à prendre cette décision, vous l'auriez déjà fait. Et donc, vous n'hésitez que parce que c'est plus dur que prévu.